Bonjour à tous. Je suis extrêmement heureux d'ouvrir le premier webinaire pour le Centre médical mutualiste des Sept Collines, donc dédié à la prise en charge de l'obésité dans un centre spécialisé. Ce webinaire s'inscrit dans un programme annuel porté par Aesio Santé et peut-être avez-vous déjà eu l'occasion d'assister à une de nos nombreuses conférences telles que le parcours patient en neurodynamique, en gynécologie sur la thématique de l'endométriose, en orthopédie sur la prise en charge de l'entorse et l'instabilité chronique de la cheville, ou alors en digestif sur la diverticulose sigmoïdienne. À savoir que tous les webinaires sont disponibles en replay sur la page YouTube de Meredith Santé. Donc voilà, je vous invite à redécouvrir, si c'est pas déjà fait, nos webinaires. Concernant le Centre médical mutualiste des Sept Collines, nous sommes un SMR, un centre de soins médicaux et de réadaptation polyvalent avec une mention spécialisée sur les affections liées au système digestif, métabolique et endocrinien. C'est ce qui va nous intéresser plus particulièrement dans notre présentation. Donc notre centre dispose de 84 lits d'hospitalisation complète, dont 23 lits de cancérologie, dont 4 lits identifiés en soins palliatifs, 20 lits de gériatrie, 4 lits dédiés aux maladies métaboliques et le reste en hospitalisation polyvalente, essentiellement tournée vers de l'ortho et de la traumatologie. Nous avons également, en parallèle à nos lits d'hospitalisation complète, des hôpitaux de jour. Nous avons 2 hôpitaux de jour, un premier polyvalent de 28 places, où nous prenons en charge des patients essentiellement sur la partie orthotraumato, mais également nous développons des programmes spécifiques, tels qu'en lombalgie chronique, en artériopathie du membre inférieur, cancer du sein, cancer du côlon. Nous avons également un deuxième hôpital de jour en lien avec notre mention spécialisée de 12 places, donc dédiées à la prise en charge des patients après chirurgie bariatrique. À savoir que notre établissement vient juste de terminer un important projet architectural de plus de 1,4 million d'euros d'investissement qui s'est terminé en juin 2023. La première phase de ce programme architectural, c'était la construction donc du centre mutualiste de l'obésité sur lequel je vais revenir dans un instant. La deuxième phase était le déménagement de notre hôpital de jour polyvalent du deuxième étage vers le rez-de-chaussée afin de faciliter les flux et rassembler les activités de rééducation sur un même lieu géographique. La troisième phase était l'extension des plateaux de kinésithérapie et d'activité physique adaptée. Et enfin, la dernière phase, qui n'était pas la moindre, c'était la création d'une balnéothérapie au cœur même de notre SSR. Concernant le centre mutualiste de l'obésité, l'objectif premier était de regrouper l'ensemble des activités concourant à la prise en charge de cette maladie sur une même unité de lieu. Ainsi, le CMO regroupe les activités de consultation des chirurgiens, puisque les docteurs Blanc, Breton et Solé nous ont rejoints en avril 2022. Nous avons également à proximité notre hôpital de jour bariatrique, où nous accueillons les patients opérés la semaine suivante leur intervention chirurgicale. Nous avons également nos programmes d'éducation thérapeutique du patient qui sont à proximité avec 3 programmes. Un premier programme de préparation à la chirurgie, un programme post-chirurgical mais à distance de la chirurgie. Quand les patients ont besoin de consolider leur approche, ils peuvent nous faire appel à nous. Et également un programme qui est hors chirurgie. Nous avons également sur le même plateau toutes les activités de consultation individuelle, donc comme je vous disais, les activités de consultation des chirurgiens, mais également de nos médecins endocrinologues. Nous avons 2 médecins endocrinologues, les docteurs Degrelle-Voitelier et le docteur Palagliou. Nous avons également un médecin psychiatre sur site. Et ensuite, nous avons un panel de professionnels paramédicaux, infirmières bariatriques, diététiciennes, psychologues, psychomotriciennes, professeurs d'activité physique adaptée. Voilà, donc nous avons vraiment toutes nos ressources sur le même lieu qui est le CMO et qui se trouve donc sur les 7 collines. Je vais donner la parole au docteur Blanc afin qu'il vous présente plus en détail les spécificités de notre prise en charge bariatrique. Et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Merci, Monsieur Roche, pour cette introduction. Je vais effectivement reprendre un petit peu tout ça. Donc, le webinaire de ce soir concerne la prise en charge de la maladie d'obésité. Vous verrez que c'est une maladie complexe
complexe à prendre en charge, même dans un centre spécialisé. Et donc, je vais reprendre avec vous qu'est-ce que la maladie obésité, comment la prendre en charge en 2023. On abordera qu'est-ce que la réhabilitation améliorée. Et enfin, quel parcours au sein de centres mutualistes de l'obésité. Donc, sur Roche, vous en avez déjà parlé un petit peu. Alors, la maladie d'obésité est une maladie excessivement complexe. Vous voyez cette map, comme on dit, d'obésité. Il y a beaucoup de facteurs extérieurs, le patient, mais pas que. Et pourtant, on définit la maladie d'obésité juste par un chiffre, ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, qui est le poids sur la taille au carré. Et dès que l'indice de masse corporelle est supérieur à 30, on bascule dans la maladie d'obésité. Au-delà de 40, on est dans ce qu'on appelle l'obésité sévère. L'obésité est une maladie reconnue en tant que telle par l'OMS depuis 1997. Ce n'est pas une maladie de la fainéantise. Malheureusement, le patient obèse est un stalker et une injustice vis-à-vis de l'alimentation. S'il mange trop par rapport à ses dépenses, il va stocker et basculer dans la maladie obésité. C'est une maladie grave, probablement génétique et définitive. Vous verrez qu'on ne sait pas guérir de la maladie obésité, ce qui nécessite une prise en charge probablement à vie. Et c'est une maladie grave parce que, comme vous voyez sur ce dessin, cette maladie obésité expose à de nombreuses maladies, aussi bien sanguines que pulmonaires, que articulaires, que cardiaques, cutanées. Cette maladie expose à des cancers digestifs et gynécologiques, et on sait que la perte de poids diminue ce risque, et bien évidemment, s'associe un risque psychosocial à cause de la grossophobie, j'y reviendrai tout à l'heure. On sait qu'avec une perte de poids significative, et notamment grâce à la chirurgie, on augmente l'espérance de vie de 10 ans chez l'homme et de 15 ans chez la femme. C'est donc un traitement médicalement sensé. Et on augmente l'espérance de vie notamment par la disparition ou l'amélioration des comorbidités telles que hypertension, apnée du sommeil et diabète, et par la diminution de risque de cancer digestif et gynécologique. Alors, le panel du traitement est de plus en plus complexe et est plus complexe en 2023, contrairement à ce qu'on faisait il y a 10 ans. Maintenant, on peut proposer des médicaments, on a des traitements endoscopiques et la chirurgie. Vous voyez qu'on pourrait aller crescendo en fonction de l'IMC. On pourrait dire l'IMC plus bas, on commence par le médicament et pour les IMC élevés, on pourrait aller jusqu'à la chirurgie. Et vous voyez que l'efficacité à droite, la chirurgie restera toujours plus efficace que les traitements endoscopiques et que le traitement médical. Alors malheureusement, la chirurgie est peut-être le traitement le plus efficace, mais ne traitera pas la maladie d'obésité. Il y a donc un risque de reprise de poids à distance de la chirurgie, quelle que soit la chirurgie. Par exemple, on a 25% d'échecs environ après un bypass. On est confronté au nomadisme médical. Les patients n'hésitent pas à changer de centre. Et certains patients, une fois qu'ils ont perdu du poids, se sentent guéris, même si ce n'est pas notre message, et disparaissent un peu dans la nature. Alors, c'est une maladie excessivement complexe, notamment parce qu'on appelle le tissu adipeux, et particulièrement le tissu adipeux mésentérique au niveau de l'intestin grêle. Il faut savoir que ce tissu adipeux sécrète des hormones, ce qu'on appelle des adipokines. Ils vont influencer le comportement alimentaire et agir sur les maladies associées, que ce tissu adipeux est très variable d'un patient à l'autre. Il n'y a donc pas une seule obésité, mais il y a autant de maladies obésité que de patients obèses, ce qui rend le traitement encore plus difficile. Et vous voyez ce schéma qui est un petit peu simplifié, mais qui vous permet de comprendre. À gauche, les cellules graisseuses en jaune sécrètent de nombreuses adipokines qui vont avoir une influence sur l'hypertension, l'athérome, le diabète, etc. Et c'est une maladie encore plus complexe parce que vous voyez qu'à droite, le tube digestif sécrète également des substances qui peuvent influencer le comportement alimentaire. Et les substances qu'on connaît le mieux, c'est la gréline, j'y reviendrai, le GLP-1 et ce qu'on appelle le PYY. Donc, vous voyez, maladie complexe. Alors, pour ce qui est des méthodes dites non chirurgicales, c'est-à-dire changer les habitudes alimentaires, augmenter l'activité physique ou travailler sur le psychologique, les thérapies cognitivo-comportementales, malheureusement, ces prises en charge ne marchent pas sur le long terme, ne sont efficaces que dans 5% des cas. Et dès que le patient échappe un petit peu à ces prises en charge, vous voyez, la reprise de poids est inévitable. Quand vous faites un régime, vous perdez de la graisse et du muscle. Vous voyez, là, c'est un patient, 100 kilos, il fait un régime, il perd 20 kilos, il perd de la graisse et du muscle. Malheureusement, après un régime, on craque, on reprend du poids. Et quand on reprend du poids, on prend plus de graisse que de muscle, et ainsi de suite. Vous voyez que le patient qui faisait 100 kilos avec l'effet yo-yo pèse ensuite 130 kilos. Et avec 130 kilos, il y a plus de graisse que de muscle. Et je viens de vous dire
que la graisse sécrète des hormones qui donnent envie de manger. Donc, à partir d'un certain poids, c'est encore plus difficile de perdre du poids à cause de ces fameuses cellules graisseuses qui ne disparaissent jamais, qui peuvent fondre ou se multiplier. C'est pour ça qu'il faut éviter tout régime qui est à l'origine de cet effet yo-yo. Alors pour la prise en charge, comme vous a dit M. Roche, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Bien évidemment, je vais y revenir. On axe la prise en charge au départ sur l'équilibre alimentaire, l'activité physique et la souffrance liée à l'obésité. Et si on va vers une prise en charge un peu plus invasive, chirurgie endoscopique, voire traitement médical, on n'hésite pas à faire appel au gastro-entérologue, au pneumologue, au radiologue, parfois au cardiologue si le patient a des antécédents cardiaques ou a pris du Mediator. Et si l'anesthésiste voit le patient pour un geste plus invasif, eh ben, il a un dossier bien complet et c'est plus facile pour sa consultation. Pour ce qui est de la chirurgie, il y a des contre-indications. Bien sûr, on opère à partir des NMC supérieurs à 40, entre 35 et 40 si le patient a des comorbidités. On peut faire une entente préalable auprès de la Sécu. On n'opère pas les femmes enceintes. Les contre-indications anesthésiques existent, mais sont exceptionnelles. Et pour ce qui est des troubles psychiatriques ou des addictions à l'alcool ou à la toxicomanie, bien évidemment, il faut que ces troubles soient équilibrés. Par exemple, pour les addictions à l'alcool et à la toxicomanie, il faut que le patient soit sevré depuis au moins 6 mois avant de discuter une prise en charge avant une éventuelle chirurgie. Alors malheureusement, nous, on propose une technique et pas un rêve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de perdre du poids ne réglera probablement pas tous les soucis du quotidien. J'y reviendrai un peu plus loin. Et surtout, quel que soit le traitement, là je parle de chirurgie, mais c'est également vrai pour l'endoscopie et pour le traitement médical, c'est un traitement contre la nature et la nature cherche toujours à reprendre ses droits. Et ça, c'est le premier message qu'on dit aux patients. Vous n'êtes pas guéri, il faudra faire des efforts toute votre vie, et ceci, quelle que soit la prise en charge. Alors, pour ce qui est de la prise en charge chirurgicale, vous savez qu'il y a des chirurgies validées par la Haute Autorité de Santé. Les recommandations 2023 ne vont pas tarder à sortir. La chirurgie se fait maintenant par célioscopie, c'est-à-dire avec des petites cicatrices. Vous voyez en bas, la durée opératoire dépend de la difficulté opératoire. L'avantage pour le patient de cette célioscopie, c'est que c'est une chirurgie moins agressive, moins douloureuse. Ça veut dire que le soir, le patient se lève, le lendemain, il est déperfusé, il est sur tapis de marche et reprend l'alimentation. Et grâce à la célioscopie, on diminue les durées d'hospitalisation, et ceci, quelle que soit la chirurgie. Et la célioscopie nous permet de mieux voir. C'est comme si on travaillait avec des jumelles, puisque les optiques nous permettent d'avoir une magnificence multipliée par 10. On peut proposer cette chirurgie maintenant depuis quelques années par la robo-assistance. C'est de la célioscopie robot-assistée. C'est encore le chirurgien qui opère. Vous voyez que la différence, c'est que le chirurgien est confortablement assis, manipule les instruments avec des joysticks, voit en 3 dimensions. Et lorsque vous avez des anastomoses, des coutures à faire un petit peu délicates, eh ben, on est mieux installé en robot-assistance qu'en célioscopie. Et ça concerne surtout les bypass. Alors, la chirurgie la plus ancienne, alors c'est pas la plus ancienne, mais la plus pratiquée en France pendant de nombreuses années, a été l'anneau. L'anneau, on peut encore en poser, mais les patients n'en veulent plus, car les résultats ne sont pas aussi bons que ce qu'on croyait. Le principe de l'anneau, c'est qu'on va mettre un petit cerclage sur la partie haute de l'estomac et on va ralentir le trajet des aliments. Cet anneau est relié à un cathéter et on peut serrer ou desserrer l'anneau. En théorie, il y a une satiété précoce, ce n'est pas toujours vrai. Et puis, il y a un ralentissement des aliments. Et si le patient continue à manger alors que l'anneau est serré, le risque, c'est qu'il vomisse. L'avantage, c'est que c'est une chirurgie relativement simple. Il n'y a pas de carence nutritionnelle puisque les aliments vont prendre le même chemin qu'avant. L'inconvénient reste le confort lié à l'anneau qui est efficace surtout quand il est serré. Et vous voyez que 50% des patients vomissent. Ils pensent que ça fait partie du traitement. Non, c'est pas normal de vomir avec un anneau. Certains aliments sont difficiles à manger. C'est difficile d'aller au resto avec les patients. Et surtout, les résultats ne sont pas aussi bons que ce qu'on pourrait croire. Il faut savoir qu'il y a eu en France 20 000 anneaux posés en France pendant 10 ans, sans la préparation que l'on fait actuellement et sans le suivi qu'on fait actuellement. C'est peut-être pour ça que les résultats sont pas très bons, mais le mal est fait. Et surtout, lorsque l'anneau est serré, le patient a faim. Si le patient a faim, il va essayer de contourner l'anneau et il peut facilement contourner l'anneau avec des aliments caloriques pour couper la faim. Malheureusement, ces éléments caloriques font que ça peut expliquer une certaine partie des échecs. La deuxième chirurgie, qui est la chirurgie la plus réalisée dans le monde actuellement, c'est la sleeve gastrectomie. Sleeve, ça veut dire manchon. On va transformer l'estomac en tube.
L'estomac qui mesure 1,5 litre à 2 litres chez tout le monde est transformé en un tube de 120 cc. Et on enlève la partie de l'estomac qui sécrète la gréline. Donc, la sleeve a une action restrictive et hormonale, ce que ne fait pas l'anneau. Deux actions, gréline et les quantités alimentaires. Les avantages, c'est qu'en théorie, il n'y a pas de carence nutritionnelle puisque les aliments vont prendre le même chemin qu'avant. Il n'y a pas de vomissement et bon confort alimentaire. Le gros inconvénient de la sleeve gastrectomie reste le reflux gastro-œsophagien. Le fait de disséquer la partie haute de l'estomac provoque un reflux gastro-œsophagien chez 20 à 30% des patients. C'est une chirurgie récente, on a 15 ans de recul, alors que vous verrez que le bypass, c'est plus de 60 ans de recul. Et vous voyez qu'à 10 ans, il y a quand même 30% de révisions. La plupart des révisions sont dues au reflux gastro-œsophagien. Troisième chirurgie, ce qu'on appelle le court-circuit gastrique ou le bypass. Donc là, on ne va rien enlever, on va créer une petite poche gastrique. Et les aliments en bleu vont arriver dans une petite poche gastrique qui est 2 fois plus petite que la sleeve gastrectomie, va passer dans l'intestin grêle. Tout ce qui vient du foie, du pancréas, les enzymes digestives vont rejoindre les aliments un peu plus loin. Et les aliments en bleu ne seront absorbés que lorsqu'ils seront mélangés au vert et au rouge. Donc le bypass, petit estomac, on retarde l'absorption des aliments et le fait que les aliments ne touchent plus cette partie de l'estomac, il y a également une action sur la gréline. Donc il y a 3 actions. C'est pour ça que le bypass sera un peu plus efficace que la sleeve. Alors le bypass reste la chirurgie de référence et quelle nouvelle technique, elle est toujours comparée au bypass. Très bon contrôle de poids à long terme. Là, la grosse différence, c'est que comme les aliments ne vont plus passer par le début de l'intestin grêle, vitamine obligatoire, et on peut avoir une reprise de poids partielle de 10% après 5 ans. 2 mots sur le switch duodénal. Je dis 2 mots parce qu'il n'y en a que 120 procédures par an réalisées sur 40 000 procédures. Ce ne se font que dans certains centres, et nous, cette chirurgie se fait sur Lyon. C'est une sleeve gastrectomie avec un bypass un petit peu particulier, puisque le bypass, on va faire en sorte de mesurer exactement l'anse commune, là où se mélangent le bleu, le vert et le rouge. Cette anse commune, vous voyez, sur les vieux schémas, était de 1 mètre, maintenant on est à 2 mètres, 2 mètres 50. On crée un vrai intestin grêle court. Donc, si le patient mange trop sucré ou trop gras, le transit sera accéléré. La conséquence de ça, c'est que très bon résultat, ça marche mieux que le bypass. Le transit est souvent accéléré, c'est un premier problème. Et surtout, un autre problème, si le patient ne prend pas ses vitamines post-opératoires, on sait que plus de 40% des patients ne prennent pas leurs vitamines malgré ce qu'on leur dit, et bien là, on s'expose à de grosses carences, et notamment des carences protéiques qui peuvent entraîner le patient en réanimation. Donc, on ne peut pas proposer cette chirurgie chez tout le monde et dans tous les centres. Alors, pour ce qui est de l'efficacité, l'anneau marche un peu moins bien que la sleeve, qui marche un peu moins bien que le bypass, qui marche un peu moins bien que le switch. Donc ça, c'est la théorie. Dans la vraie vie, on a certains anneaux qui vont marcher mieux que certains bypass, mieux que certaines sleeves, puisque finalement, la chirurgie n'est qu'un outil et c'est le patient qui fera fonctionner ou pas cet outil. Dans le monde, la chirurgie la plus pratiquée reste la sleeve gastrectomie, le bypass en deuxième position. L'anneau est en perte de vitesse, c'est la chute libre en bas sur le dessin, et le switch en France, moins de 150 procédures par an. Qui dit chirurgie dit complications, le taux de complications est très faible, plus faible que les autres chirurgies digestives. La seule différence, c'est que nous opérons des obèses, qui sont des colosses au pied d'argile. Et on l'a bien vu pendant la pandémie virale, 50% des patients en réanimation étaient des patients obèses non opérés. Ça veut dire que le patient se défend moins bien contre la moindre infection, ce qui explique qu'il faut réagir très vite en cas de complications post-opératoires. Alors les vitamines, il faut les prendre avant et après la chirurgie. Vous voyez que le bypass et le switch, ça se discute pas. Et dans certains pays maintenant, on dit que la sleeve gastrectomie doit avoir des vitamines à vie avant et après la chirurgie, notamment en Suisse. Et maintenant, nous avons plusieurs laboratoires qui nous donnent des vitamines spécialisées, spécifiques, faciles à prendre, 1 à 2 gélules par jour. Je vous ai parlé du reflux gastro-œsophagien. Maintenant, il y a un suivi endoscopique qui est recommandé, que ce soit sleeve ou bypass. On fait une gastroscopie au plus tard à 5 ans après une chirurgie. S'il y a un reflux gastro-œsophagien, la gastroscopie se fait à 1 an, 3 ans, 5 ans. Le but étant de rechercher une œsophagite, voire un endobrachiosophage, et de traiter ce reflux gastro-œsophagien. Et bien sûr, il y a un suivi clinique et biologique, 2 consultations par an pendant 2 ans, puis 1 par an pendant au moins 5 ans, si possible à vie. Et pareil pour la biologie. Alors, vous voyez que c'est beaucoup plus complexe
actuellement, parce qu'en plus de la chirurgie, on peut proposer ce qu'on appelle un traitement endoscopique que nous proposons également dans le Centre mutualiste de l'obésité. On peut mettre un ballon intragastrique qui fait 500 cc environ, qui peut se mettre par gastroscopie ou s'avaler. Le but de ce ballon est de prendre la place de l'estomac. La perte de poids avec un ballon est de 10 à 15 kilos en moyenne. C'est une chirurgie qui n'est pas remboursée. Le tarif moyen en France est de 3 000 € pour un ballon. On peut faire une plicature gastrique par gastroscopie, le but étant d'essayer de reproduire une sleeve gastrectomie, ce qu'on ne peut pas faire parfaitement puisque en haut, vous avez la rate. Donc, c'est un peu dangereux d'aller piquer près de la rate. Là encore, la perte de poids est de 15 à 20 kilos avec un recul de moins de 10 ans pour cette technique. Un tarif moyen en France de 6 000 à 7 000 € non remboursés. Et maintenant, le traitement médical, les analogues du GLP-1, qui sont des traitements qui sont bien connus par les endocrinologues puisque c'est des traitements qui étaient donnés pour le diabète. Et vous voyez que ce traitement GLP-1 va agir au niveau du cerveau, va agir au niveau du foie, au niveau de la sécrétion d'insuline, au niveau du tube digestif. Et quand les patients prennent ce traitement, ils ont moins faim, ils sont un petit peu nauséeux et donc ils perdent du poids. Là encore, ça marche moins bien que la chirurgie. Alors, quel que soit le traitement, il faut bien comprendre qu'on ne traite pas définitivement. Et ça, c'est une patiente opérée dans un autre pays. Vous voyez que cette patiente a perdu du poids, attend sa chirurgie correctrice, fait du sport, mange équilibré. Mais cette patiente a compris, elle est souriante, elle a compris qu'elle n'était pas guérie. Et vous voyez que elle, son astuce est de mettre sur son frigo une photo d'elle quelques années auparavant. Vous voyez que ça a bien marché, mais cette photo lui rappelle tous les jours qu'il faut qu'elle fasse attention. Donc, l'obésité est une maladie complexe, on ne guérit pas. C'est pour cette raison qu'il faut bien préparer les patients, et ceci quel que soit le souhait du patient, qui est une chirurgie ou pas d'ailleurs, avec une prise en charge si possible de qualité, avec un suivi à vie. Et c'est donc tout l'objectif de la création de ce centre mutualiste de l'obésité, qui vous verrez est fonctionnel et évolutif pour le futur. L'objectif étant de proposer aux patients une prise en charge pluridisciplinaire, une unité de lieu, c'est plus simple pour le patient de venir toujours au même endroit, d'appréhender collégialement la prise en charge du patient. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs maladies d'obésité et on essaye de personnaliser la prise en charge et de pouvoir proposer aux patients tous les éventails possibles du traitement, qu'il soit médical, endoscopique ou chirurgical ou autre. Dans notre équipe, nous avons la chance d'avoir de nombreux professionnels, des chirurgiens, des médecins, des psychomotriciens, des diététiciennes, des infirmières bariatriques, qui, vous verrez, participent à la prise en charge tout au long du parcours. Car travailler en équipe, c'est quand même mieux que travailler tout seul et chacun apporte sa pierre à l'édifice dans sa spécialité et nous pensons que ceci est très important. Alors, vous voyez, là, on a deux résultats qui sont extraordinaires, une perte de poids, bypass ou sleeve, mais la nature reprend ses droits. Il faut savoir que le cerveau inconscient sera toujours programmé pour le poids maximal. Si un patient fait 120 kg au départ, son cerveau sera toujours programmé pour 120 kg. Et même s'il perd 50 kg, son cerveau fera tout pour le faire reprendre du poids à 120 kg. Et ceci d'autant plus que les montages se dilatent, donc avec le temps, le patient peut manger plus. Et vous voyez que globalement, il y a trois groupes de patients. Il y a 25% des patients qui vont perdre leur poids. C'est les patients dits idéaux qui n'ont besoin d'aucune aide. Et qu'il y a 75% des patients qui auront besoin d'une aide, d'un accompagnement avant, après, à court terme, à moyen terme et à long terme. Et que malgré cette prise en charge pluridisciplinaire, il y a quand même 20% des patients qui vont reprendre un petit peu de poids à distance de la chirurgie malgré toute l'aide qu'on leur apporte. Donc, le but de notre prise en charge, c'est une vraie préparation au traitement, pas qu'à la chirurgie, un vrai accompagnement post-opératoire avec des équipes spécifiques, motivées, formées. Nous avons une unité chirurgicale, le CMO, nous proposons toutes les techniques et toutes les dernières technologies. Alors, ça veut dire qu'il a fallu complètement se réorganiser, et vous verrez à la fin qu'il a fallu 10 ans pour se réorganiser. On s'est réorganisé au bloc opératoire dans le service de chirurgie, et on a créé ce CMO avec les programmes d'éducation thérapeutique. Au bloc Je vais vite, tous les chirurgiens, les trois chirurgiens, on a les mêmes techniques, les mêmes installations, ce qui permet pour les infirmières de bloc opératoire de faire toujours pareil. Ça permet d'aller un peu plus vite pour la chirurgie et de rationaliser les coûts. Dans le service de chirurgie, nous avons une petite salle à manger. Les patients prennent leur collation ensemble. Vous voyez qu'il y a un tapis de marche que le patient peut utiliser dès le lendemain de la chirurgie. Nous avons maîtrisé le service
et il peut nous dire j'ai fait 40 mètres, 50 mètres, puisque vous verrez que c'est très important l'activité physique dès le lendemain. Et sur les murs, nous rappelons les petits conseils, les vitamines, etc. Nous avons la chance de travailler avec des équipes infirmières souriantes, motivées. Nous avons formé toutes les équipes depuis 2017 et nous recommençons cette année puisque de nouvelles infirmières aides-soignantes ont été embauchées. Et une bonne préparation du patient nous permet, nous, bien sûr, de diminuer la durée d'hospitalisation. Et vous voyez que les entrées se font soit la veille, soit le jour même de la chirurgie, en fonction de là où habite le patient et en fonction de l'ordre opératoire. Et que, en moyenne, les patients restent J2, c'est-à-dire que les patients opérés aujourd'hui partiront après-demain, sauf les ambulatoires que nous faisons pour les anneaux. Et c'est ce qu'on appelle la réhabilitation améliorée. La réhabilitation améliorée, c'est très simple, c'est rendre l'hospitalisation la moins pénible pour le patient. Ça veut dire qu'en préopératoire, et c'est le but de nos programmes d'éducation thérapeutique, bien expliquer au patient ce qui va se passer. En péropératoire, c'est de la cystoscopie avec des chirurgies standardisées, plus de drainage, plus de sonde nasogastrique. Et en post-opératoire, le patient, dès le soir, se lève, attaque la boisson, attaque les collations dès le lendemain et déperfusé le lendemain. Et nous, on aime bien garder les patients une nuit sans perfusion, comme s'ils étaient à la maison avant le retour à domicile. Et c'est là l'intérêt des programmes d'éducation thérapeutique. Alors, tous les patients ont bien sûr une évaluation individuelle, nutritionnelle, psychologique. Les programmes d'éducation thérapeutique ne sont pas là pour remplacer leur diététicienne, leur psychologue ou psychiatre. Ça leur laisse un espace où ils vont pouvoir poser toutes les questions qu'ils veulent poser. C'est très important de poser toutes les questions avant la chirurgie, puisque l'hospitalisation est très courte et donc on n'a plus le temps de répondre aux questions lors de l'hospitalisation. Et finalement, c'est rendre acteur le patient, c'est lui qui fera fonctionner ou pas la chirurgie. Et souvent, les patients, ils sont dans cette figure à gauche, il n'y a rien qui fonctionne, ça ne marchera pas. Et ben nous, on essaye de rendre le patient acteur et non observateur. Et quand vous avez un patient qui prend confiance en lui, qui est motivé, la chirurgie fonctionnera mieux et l'hospitalisation sera plus courte. Nous avons un concept qui a été décrit par Madame Chaptal en 1922. Tout est écrit dans une phrase. Le médecin soigne la maladie, aidé par l'infirmière qui soigne le malade. Et ben nous, notre fil rouge reste l'infirmière dite bariatrique, car l'infirmière, par sa formation, par ses compétences, est la seule à pouvoir prendre en charge le patient dans sa globalité, c'est-à-dire aborder tous les sujets diététiques, hypertension, apnée du sommeil, etc. Bien évidemment, l'infirmière va travailler avec d'autres professionnels, je vais y revenir. Et une infirmière bariatrique, malheureusement, ce statut n'existe pas en France. Les IPA ne s'intéressent pas à la maladie obésité. Et nos infirmières ont une formation spécifique sur la chirurgie, maladie métabolique, obésité, nutrition, etc., pour pouvoir bien prendre en charge les patients. Et l'infirmière, on verra à la fin, c'est une aide pour le chirurgien, puisque c'est toujours nous qui sommes contactés en premier. Ben maintenant, ils appellent l'infirmière et c'est pas plus mal. Et ça nous permet d'améliorer la prise en charge. Nous avons une infirmière bariatrique coordinatrice qui est à l'origine des programmes d'éducation thérapeutique, qui fait les plannings sur l'année, qui est le référent pour le patient et pour l'équipe, qui coordonne le CMO avec le réseau ville, le CMO avec l'association de patients, les activités sportives en dehors du CMO, etc. Et vous voyez que la coordinatrice est également le lien entre la clinique chirurgicale qui est à 5 minutes d'ici en voiture et le SSR des Hautes-Collines, où est situé le CMO. À la clinique chirurgicale se fait tout ce qui est pénible, la chirurgie, les scanners, les endoscopies, etc. Tout ce qui fait au sein du CMO, c'est le message qu'on essaye de passer au patient et le message le plus personnalisé possible. Alors, en 2014, l'infirmière bariatrique est partie d'une feuille blanche. Nous savons depuis de nombreuses années que pour les tutelles, c'est 6 mois de préparation non chirurgicale avant une éventuelle chirurgie. Si à la fin du parcours, le patient ne veut pas se faire opérer, il ne se fera pas opérer. Donc, on a 6 mois devant nous pour préparer le patient correctement. Toute notre préparation est basée sur ce petit tabouret. La chirurgie, l'assise du tabouret ne fonctionnera que si le patient, toute sa vie, a une activité physique plaisir, on ne parle pas de sport, mais d'activité physique plaisir, un équilibre alimentaire sans faire de régime, bien évidemment. Et il faut également travailler sur la souffrance, car quand vous n'êtes pas bien, on l'a bien vu pendant la pandémie virale, on bouffe n'importe quoi et on ne sort pas, et donc le tabouret est complètement déséquilibré. Donc, le but de ces programmes d'éducation thérapeutique est d'équilibrer le tabouret avant la chirurgie pour le maintenir naturellement après la chirurgie. Et un petit rappel, sachez que les paysans utilisaient un tabouret à 3 pieds, puisque le tabouret à 3 pieds
est le seul tabouret qui peut s'utiliser quelle que soit la morphologie du terrain. Alors, ces programmes d'éducation thérapeutique, c'est 4 demi-journées. Chacune est espacée d'un mois pour que le patient puisse réfléchir sur ce qu'on a dit sur les 4 demi-journées. Ça laisse un espace d'échange avec d'autres patients puisque c'est en groupe. Et vous voyez que dans ces programmes participent infirmières, psychologues, psychomotriciens, diététiciens, éducateurs sportifs. Il y a un bilan éducatif partagé, une fiche de consultation informatisée, un courrier est envoyé à son médecin traitant, et c'est systématiquement une co-animation, ça peut être infirmière, diététicien, etc. Le but de cette co-animation, c'est beaucoup plus parlant et efficace vis-à-vis des patients. Il faut savoir que nous travaillons en tenue de ville, on n'a pas de tenue blanche, il n'y a rien écrit sur la blouse, et on se présente en tant que Pierre, si je participe au programme d'éducation thérapeutique. On ne spécifie pas la spécialité, ce qui désarçonne un peu les patients, mais ce qui permet d'avoir un échange beaucoup plus constructif. Alors, il faut que le patient participe au choix de la chirurgie, c'est ce qu'on fait, mais pour ça, il faut qu'il comprenne ce que c'est que la chirurgie, les contraintes de la chirurgie, puisque c'est lui qui fera fonctionner ou pas la chirurgie. Et vous voyez qu'on a plusieurs outils pédagogiques, ça peut être un jeu des 7 familles, on leur apprend à faire des bypass avec de la pâte à modeler ou des pâtes à cuisiner, on a notre site internet, on a des maquettes, il faut qu'ils comprennent le fonctionnement de la chirurgie, les complications, les contraintes, le risque de décès, c'est très important, et comment va se dérouler l'hospitalisation et comment ça se passe au bloc opératoire. Donc, on a des maquettes de 20 cm et des maquettes de 1,50 m. Le patient peut tourner autour et essayer de comprendre le montage. Vous voyez en haut, jeu des 7 familles. En bas, le patient essaye de faire un bypass avec une pâte à modeler et ce n'est pas toujours facile. Le comportement alimentaire, c'est très important. C'est très important pour nous de dépister d'éventuels troubles du comportement alimentaire. Est-ce que c'est un grignoteur? Est-ce que c'est un compulsif? Parce que ça peut s'aggraver en post-opératoire et le patient peut être en difficulté en post-opératoire. Et sur le long terme, bien évidemment, si la chirurgie n'est pas adaptée au comportement alimentaire, ça peut expliquer la reprise de poids, ça peut expliquer certaines addictions, addiction à l'alcool par exemple. Et donc pour ça, nous avons une cuisine thérapeutique qui nous permet de travailler sur le goût, les textures, la mastication. On essaye de manger en pleine conscience, la différence entre envie de manger et la faim. Qu'est-ce qu'un équilibre alimentaire? Comment manger après une chirurgie? Ce n'est pas facile le premier mois. Et comment enrichir en protéines l'alimentation sans augmenter le volume des repas? Tout ça, c'est le travail de nos diététiciennes. Et vous voyez qu'on fait des petits ateliers cuisine avec des dressages, la cuisine thérapeutique en haut à droite et en bas à droite, la salle de réunion qui nous sert également de salle de dégustation. Deuxième pied, l'activité physique adaptée. Le patient obèse est persuadé qu'il ne sait pas faire et pourtant à court terme, c'est très important. Le risque principal de la chirurgie, c'est la phlébite. C'est pour ça qu'il faut qu'il se lève le soir et qu'il marche tout de suite. À court terme, c'est perdre les muscles, la masse maigre s'il ne bouge pas. Et à long terme, on peut s'exposer à une ostéoporose, à des fractures spontanées, notamment après bypass. Et puis à long terme, si on ne bouge pas, il n'y a pas les dépenses régulières. Si le patient augmente ses ingestats, eh bien, il risque de reprendre du poids puisqu'il va se remettre à stocker. Et donc là, c'est nos psychomotriciens et éducateurs sportifs avec des salles spécifiques du matériel adapté qui leur donnent envie de faire une activité physique. Ça peut être dans le centre, ça peut être en dehors du centre. On peut faire du basket, par exemple, de la marche au Parc de l'Europe qui est juste à côté. On leur montre qu'ils sont capables de faire une activité physique pour les motiver, pour reprendre confiance en eux. On leur explique l'intérêt de l'activité physique. Il faut faire du renforcement musculaire et non pas de l'endurance. Et on travaille sur l'équilibre, car un patient obèse peut avoir des troubles d'équilibre. Ça, c'est le rôle du psychomotricien. Et depuis peu, nous avons une balnéothérapie. Je peux vous assurer que les patients sont très contents de cette balnéothérapie. C'est bien sûr des séances spécifiques pour les patients obèses, opérés ou pas, pour justement éviter le regard des autres et le problème de la grossophobie. La grossophobie, les patients y sont confrontés toute l'année depuis de nombreuses années. C'est un handicap, une véritable souffrance. Donc le troisième pied, c'est de travailler sur cette souffrance et essayer de comprendre cette souffrance, que la renaissance après une chirurgie, perdre 30, 40, 50 kilos, c'est une renaissance, mais c'est pas toujours facile. Ça peut entraîner des séparations dans un couple. Ça ne règle pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, les soucis du quotidien, que ce soit au travail, avec les soucis de tous les jours, en fait, hein. Et ça peut exposer à des difficultés. Ce qui change beaucoup, c'est le regard des autres. On ne parle pas à un obèse, mais on parle à quelqu'un qui est maigre. Et ça peut perturber les patients au post-opératoire. Et donc, on travaille sur les freins, on travaille sur la motivation, les angoisses. On leur demande de travailler sur un lieu de sécurité et les ressources possibles en cas de difficulté.
Alors, quelques chiffres, vous voyez qu'en 2022, en bleu ciel, 300 procédures, plus de sleeve que de bypass, comme partout, quelques anneaux et quelques ablations d'anneaux. Pour ce qui est de l'éducation thérapeutique, vous voyez, plus de 2800 patients depuis 2014, 2000 patients en préopératoire, 600 patients en post-opératoire. Nous avons des programmes hors chirurgie, des patients soit qui ne veulent pas se faire opérer, soit qui ne sont pas dans les critères. Ces programmes sont ouverts à tout le monde, mais malheureusement, personne de l'extérieur nous envoie des patients pour les problèmes d'éducation thérapeutique qui pourraient très bien venir sans que nous, on les voit bien sûr en consultation. Alors, les patients sont ravis de cette prise en charge, on les propose à tous les patients. Certains refusent. Et vous voyez qu'en 2020, nous avons fait une évaluation. 5 ans après, c'est très simple, ces programmes devraient être obligatoires. Depuis 2018, nous avons mis en place un hôpital de jour car le post-opératoire, le premier mois est le plus difficile pour les patients, le plus angoissant. C'est 5 demi-journées, 2 demi-journées la première semaine, puis on les revoit à 3 mois, puis à 1 an. C'est des entretiens individuels et ateliers avec la même équipe, avec le médecin endocrinologue. Le gros intérêt, c'est que nous, ça nous permet d'être très réactifs. Si elle a moins d'inquiétude de la part de l'équipe, eh bien, on sait que le patient sera vu et on sera appelé. On a mis en place un SOS obésité tenu par les infirmières du service, car je vous ai dit qu'il fallait être très réactif en cas de la moindre complication. Un secrétariat personnalisé. Nous avons un petit service d'urgence ouvert de 8h30 à 20h. Et bien sûr, on peut réhospitaliser les patients la nuit si besoin. Et vous voyez qu'on est joignable 24 sur 24. Et que si le patient est inquiet, il appelle ce SOS obésité. Et en fonction de l'appel, eh ben, on peut soit l'envoyer aux urgences, soit l'envoyer au CMO, soit lui dire d'appeler tranquillement le secrétaire de chirurgie. Nous avons la chance d'avoir des secrétaires personnalisés qui connaissent parfaitement le parcours, qui peuvent répondre à toutes les questions et si elles ne savent pas répondre, elles nous laissent le message. Elles nous aident à faire l'entente préalable informatisée puisque pour faire cette chirurgie, on demande autorisation à la Sécu. Et maintenant, on est obligé d'enregistrer les patients de manière anonyme dans un registre national. Et depuis 2023, nous avons maintenant une infirmière de coopération. Vous voyez qu'en 2019, des infirmières du service participaient aux consultations post-opératoires, mais le chirurgien devait voir également le patient. Là, l'infirmière de coopération peut voir le patient seul, peut prescrire avec notre protocole les vitamines éventuellement, et les patients sont ravis de voir l'infirmière et réciproquement. Donc, le parcours d'un patient, avant une prise en charge, quelle que soit la prise en charge, il y a une prise en charge individuelle en bleu, diététique et psychologique, et médecin généraliste. Nous, on fait 2 heures d'information 2 fois par mois où on fait un cours pour les patients sur les différents types de chirurgie. Le patient peut faire un programme d'éducation thérapeutique préopératoire dans les 6 mois préopératoires. La chirurgie ou le traitement endoscopique, c'est 2 jours d'hospitalisation, un hôpital de jour dans le mois post-opératoire et le patient peut faire un programme d'éducation thérapeutique à distance de la chirurgie 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, en fonction des difficultés. On peut également le prendre en charge en hôpital de jour, en post-opératoire, en fonction des difficultés. Alors, tout ceci a pris du temps. Vous allez voir que la première réflexion, c'était 2012, que le centre mutualiste de l'obésité, c'est 2022, et que entre les deux, le bloc opératoire, le service, les programmes d'éducation thérapeutique, le protocole d'anesthésie, j'en ai pas parlé, mais maintenant il est unique. Et en parallèle, nous avons suivi l'évolution de la technologie avec la roboassistance, l'endoscopie. Pour terminer, je vous fais visiter le centre mutualiste de l'obésité par une petite vidéo. Donc ça, c'est l'entrée du SSR. Vous verrez que l'accueil est très agréable, aéré, avec des couleurs qui donnent envie. Notre infirmière bariatrique, donc là, c'était pendant la phase Covid, post-Covid, donc on est tous masqués. Une première salle d'éducation thérapeutique. On a une deuxième salle dans le SSR un peu plus grande, vous voyez, avec du matériel adapté. Et on travaille sur l'équilibre, le renforcement musculaire. Il y a des bâtons de marche quand on va marcher à l'extérieur. Ensuite, nous avons 2 salles de réunion. Je vous montre la plus grande. Donc là, vous voyez, c'est des patients avec une diététicienne et on aborde un pied du tabouret. Il y a également une infirmière qui se cache à gauche. Donc c'est une co-animation. On va passer dans la cuisine thérapeutique qui est grande, adaptée même pour les patients en fauteuil. Et c'est là où on travaille sur le goût, les textures, la mastication, etc. Sur le mur, les petits dressages que les patients ont fait. On a essayé de rendre le CMO assez agréable avec des photos. Le patient oublie qu'il est en consultation. Un secrétariat
pour l'hôpital de jour. Et différents bureaux. On va voir le bureau de le médecin endocrinologue, docteur de Grelle-Boitelier. Et vous voyez que les bureaux sont designés un petit peu différemment. Certains veulent encore garder une barrière entre le patient et le médecin. Et vous verrez que nous, justement, on a fait en sorte d'enlever cette barrière. La première barrière enlevée, c'est on est en civil, on n'a pas la blouse blanche. Et là, vous voyez, dans le bureau de l'infirmière, il n'y a pas de bureau, c'est des fauteuils confortables adaptés aux patients et on discute comme si on était dans un salon de thé, ce qui permet de lever beaucoup de barrières. Donc ça, c'est le bureau de l'infirmière bariatrique coordinatrice qui se réunit souvent avec son équipe. Bureau de Madame Riva, diététicienne. Ensuite, le bureau de Madame Sauvage, médecin psychiatre. Vous verrez que on a presque envie de se confier. Et la médecin psychiatre était surprise d'avoir des bureaux aussi agréables et adaptés. Et ensuite, on va passer dans le couloir dit chirurgical où il y a 3 secrétariats pour 3 chirurgiens, docteur Breton, docteur Solé et moi-même. Et la philosophie est la même. Un petit bureau, pas de barrière, plusieurs écrans pour montrer aux patients les images éventuellement. C'est une marche en avant. Le patient rentre dans ce bureau, puis passe dans le bureau de la secrétaire. Et quand il est avec la secrétaire, je peux prendre un autre patient. En conclusion, la maladie est une maladie très complexe qui nécessite une prise en charge médico-chirurgicale, mais pas que. On a besoin de paramédicales, de diététiciennes, de psychomotriciens et d'éducateurs sportifs avec un message bienveillance pour ces patients qui sont confrontés à une grossophobie en permanence. Que le CMO pour nous et le statut d'infirmière bariatrique sont des concepts qui pour nous sont indispensables, c'est le fil rouge. Ça nous a permis d'améliorer la prise en charge et on essaie de l'améliorer chaque jour un peu plus. Et notre but, bien sûr, est d'avoir de bons résultats sur le long terme grâce à cette meilleure préparation, nous pensons, et un meilleur suivi, parce que le patient aime bien venir au sein du CMO. J'en profite pour remercier Meredith pour l'organisation et bien sûr toutes nos équipes qui travaillent avec nous quotidiennement. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez d'éventuelles questions.